Bonjour, aujourd'hui on va plonger au cœur des réseaux Linux pour parler d'un outil vraiment fondamental, le NFS, le fameux Network File System. C'est la magie qui permet de partager les fichiers entre machines comme si de rien n'était. La question de base, c'est celle-ci. Comment on fait pour qu'un dossier qui est physiquement sur un serveur distant apparaisse comme s'il était directement sur notre propre ordinateur? C'est pile le défi que NFS vient relever. Imaginez accéder à des fichiers sur le réseau aussi simplement que s'ils étaient sur votre disque dur. NFS, c'est la solution standard dans le monde Linux pour ce genre de partage. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il fait croire au système qu'un dossier réseau est en fait un dossier local. C'est cette intégration, cette transparence totale qui le rend si incroyablement puissant. Bon, maintenant passons à la pratique. Comment on se connecte à ce partage? En fait, il y a deux grandes approches. Une méthode rapide, temporaire, et une autre plus robuste qui est permanente et automatique. On va regarder les deux. On commence presque toujours par ce qu'on appelle un montage manuel. C'est un peu la première étape de vérification. Ça nous permet de voir en quelques secondes si tout fonctionne. Est-ce que le serveur répond? Est-ce que les permissions de base sont correctes? Et tout ça, sans toucher à la configuration de fond du système. Regardons cette commande d'un peu plus près. Mount-t NFS. Ça, c'est pour dire « Attention, je veux monter un partage de type NFS ». Juste après, on a l'adresse de la ressource, l'IP du serveur, et le chemin du dossier qui est partagé sur ce serveur. Et tout à la fin, /mnt/nfs, c'est le point d'entrée, le dossier sur notre machine locale où le contenu distant va apparaître. La différence fondamentale entre les deux, elle est simple, mais elle est cruciale. Le montage manuel, il ne survit pas à un redémarrage de la machine. C'est temporaire, parfait pour un test rapide. Le montage automatique, lui, il est permanent. C'est la configuration qu'on met en place dans un environnement de production pour que tout soit là, prêt à l'emploi à chaque démarrage. Alors, pour rendre ce montage permanent, on doit aller modifier un des fichiers les plus importants de Linux, le fameux /etc/fstab. Il faut voir ce fichier comme le grand registre du système, son carnet d'adresses pour tous les disques et tous les partages. Tout ce qui est écrit là-dedans, le système le monte automatiquement au démarrage. Et voilà à quoi ressemble la ligne qu'il faut ajouter. On retrouve exactement les mêmes informations que tout à l'heure, le partage distant, le point de montage local, le type NFS. Le mot defaults est là pour un ensemble d'options par défaut et les 2 zéros à la fin, c'est une convention pour dire au système de ne pas s'embêter à sauvegarder ou à vérifier ce partage au démarrage, ce qui est assez logique pour un partage réseau. Mais attention, il y a un piège, un gros piège avec ce montage automatique. Tout est parfait tant que le serveur NFS est bien allumé et disponible quand le client démarre. Et dans la vraie vie, on sait très bien que ce n'est pas toujours le cas. Le scénario catastrophe, c'est ça. La machine client démarre, elle lit son fstab, elle essaie de contacter le serveur NFS, mais le serveur ne répond pas. Et là, le client peut rester complètement bloqué pendant de longues minutes à attendre une réponse qui n'arrivera jamais. Le démarrage est interrompu. Pour un administrateur système, c'est un vrai cauchemar. Bien, passons maintenant au problème numéro 1 avec NFS, celui qui rend dingue la plupart des gens qui débutent. Le montage a fonctionné, on voit les fichiers, super, mais impossible de créer ou de modifier quoi que ce soit. On se prend le fameux message « Accès refusé ». Prenons un cas concret. Ahmed est sur sa machine. Il accède sans problème au dossier partagé, il veut enregistrer un document, et là, patatras, permission refusée. Pourtant, tout semble correct, le montage est actif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et voici la clé de tout le mystère. Pour Linux, et donc pour NFS, le nom d'utilisateur Ahmed, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste une étiquette, pour nous les humains. Le système, lui, ne raisonne qu'avec une seule chose, des numéros. Et ces fameux numéros, ce sont l'UID pour User ID et le GID pour Group ID. Chaque utilisateur a son propre UID, chaque groupe a son GID. Ce sont les vraies cartes d'identité numérique que le système utilise pour savoir qui est qui et qui a le droit de faire quoi. Et c'est là qu'on voit le problème. Sur sa machine, Ahmed a l'UID 1001. Quand il essaie d'écrire sur le partage, le serveur reçoit une requête de la part de l'UID 1001. Mais le serveur, lui, il regarde dans sa propre liste d'utilisateurs et il voit que l'UID 1001, chez lui, ça correspond à une utilisatrice nommée Sarah. Du point de vue du serveur, c'est donc Sarah qui est en train d'écrire et il va appliquer les permissions de Sarah, pas celles d'Ahmed. La solution en théorie est donc toute simple. Il faut synchroniser les identités. L'UID d'Ahmed sur le client doit être le même que l'UID d'Ahmed sur le serveur. Pareil pour le GID. Une fois que cette correspondance est parfaite, il n'y a plus qu'à s'assurer que le dossier sur le serveur donne bien les droits d'écriture à cet UID et ce GD. Abordons maintenant un cas très particulier, un vrai piège classique, l'utilisateur root. On pourrait se dire que l'administrateur, lui, il a tous les droits, partout, tout le temps. Eh bien, avec NFS, ce n'est pas si simple. La question de sécurité est évidente, n'est-ce pas? Si un root depuis une machine cliente pouvait agir en tant que root sur le serveur de fichiers, ça voudrait dire que l'administrateur de n'importe quel poste client
pourrait prendre le contrôle total du serveur. Une faille de sécurité béante. Heureusement, les concepteurs de NFS y ont pensé dès le début. Ils ont intégré une protection par défaut, une sorte de mécanisme de défense automatique qu'on appelle le root squash. Le fonctionnement est assez malin. Quand le serveur NFS voit arriver une requête qui vient de l'utilisateur root d'une machine cliente, il s'y méfie. Au lieu de lui donner les pleins pouvoirs, il écrase son identité. Il la remplace par celle d'un utilisateur anonyme, sans aucun droit, qu'on appelle souvent nobody. Du coup, quand un administrateur en route n'arrive pas à écrire sur un partage NFS, il ne faut surtout pas croire que c'est une erreur de configuration. C'est le comportement normal et attendu. C'est une mesure de sécurité essentielle, ce n'est pas un bug, c'est fait exprès pour protéger l'intégrité du serveur. Finalement, ce qu'on voit, c'est que la commande mount pour NFS, elle est toute simple. La vraie complexité, la vraie compétence d'un bon admin réseau, elle se situe dans la gestion de ces identités. S'assurer que les UID et les GID sont cohérents partout sur le réseau, voilà la clé d'un partage NFS qui fonctionne bien et qui est sécurisé. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-là. Un problème de permission avec NFS, il ne faut pas perdre de temps à chercher midi à 14h. Le premier réflexe, c'est de comparer les UID et les GID de l'utilisateur entre le client et le serveur. Dans 9 cas sur 10, le problème est là. On a beaucoup parlé des permissions, mais la sécurité ne s'arrête pas là. Quand on connecte des systèmes de fichiers de manière aussi directe, ça ouvre la porte à d'autres questions. Comment on chiffre les données qui voyagent sur le réseau ? Comment on s'assure que c'est bien le bon client qui a le droit de se connecter ? La sécurité des partages réseau, c'est un domaine immense, et les permissions, ce n'est que la première étape.